C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno Jet Set. Pascal, il faut que je le dise, c'est Pascal Forget qui est présentement avec nous, même s'il n'est pas vraiment avec nous. Alain McKenna ici, qui est à la maison, comme d'habitude, au bureau, je devrais dire. Salut Pascal, ça va bien? Salut Alain. Et là, t'es cruel, parce que d'habitude, Qu'est-ce que c'est tu toi peux ne qui es pas à nous dire à l'étranger. propos de ta situation? C'est ça que je veux savoir. C'est ça. Non, mais je peux dire que je suis à New York. Je peux pas dire pourquoi. Il y a plein d'embargos. C'est un beau produit qui s'en vient. Bien hâte d'en parler. Ça va être en 19 octobre, quelque chose comme ça, encore 20 jours. OK. En attendant, T'as je le temps de ferai nous faire languir, là, plier, c'est le ça que t'es en train de nous déplier. dire. Mhm. Hum? T'as le temps de nous faire languir. Et c'est ça. Donc, on va revenir là-dessus. Mais c'est le fun. Écoute, il fait noir comme dans un four. C'est d'habitude, tu parles de la météo. À New Mhm. York, il devait faire gris. Et là, en ce moment, c'est le déluge. Je sais Ah, pas ce ça qui se aide pas, passe. ça. Ouais. Fait que je suis pas mécontent d'être en ton excellente compagnie et avec tous les gens qui nous écoutent en buvant du café, même si ce n'est pas le café de ma machine Jura E8 entièrement automatique. J'en ai un La ce machine matin. Jura Un E8 gros à part ça. entièrement. Ouais. Ah, voilà, ça goûte bon, hein? C'est un seul bouton qui permet de transformer ton café en grain ou pas, en boisson caféinée ou pas, avec du lait ou pas, avec, je le répète, un seul bouton. Le nettoyage est super facile. On peut déterminer de façon précise la quantité de lait, d'eau et de café dans la machine. Le nettoyage est super simple avec des petits enzymes pour le mécanisme de lait pour que ce soit propre. C'est une compagnie suisse après tout. Et Mhm. si vous allez à leur salle de montre Edica sur Saint-Laurent, Montréal, dites-leur que vous venez de notre part. Vous allez pouvoir voir toutes les machines, tous les modèles et vous allez pouvoir goûter au délicieux café de la Jura E8. Oui, Amusez-vous. monsieur. On salue aussi nos autres commanditaires, Mhm. TELUS et Plan Hub. C'est drôle, cette semaine, on va en parler en entrevue. J'étais avec l'innovateur en chef du Québec pour parler d'innovation, d'intelligence artificielle, de brevets, de propriété intellectuelle. C'est du sérieux, là. C'est quelque chose de costaud, mais c'est super intéressant quand même ce qu'il nous a révélé. Et j'étais dans une conférence où est aussi passé le premier ministre, M. Trudeau, Justin Trudeau, et le Oui, Justin ministre lui-même. François-Philippe Champagne, ministre de l'Industrie, qui avait des choses à dévoiler par rapport à l'intelligence artificielle. On en parle en détail. Et le commanditaire café, c'était Nespresso. Et j'ai fait, c'est pas du Bah, Jura. Donc, mais non, mais non. écoute, moi, les capsules, vous en pensez ce que vous voulez, je suis pas un fan. Ben, écoute, c'est Je l'arrête pratique, ça là. mais à l'usage, ça coûte cher. C'est du Et déchet. puis, la Jura fait mieux avec du lait, avec Mais la pression d'un seul bouton. Euh, Écoute, on pourrait bientôt parler en anglais, en faudrait, ça espagnol, serait une en bonne idée. Ben oui, j'ai japonais. vu de ça. Ça serait une bonne idée ce que Spotify propose. On devrait l'adopter pour a cup of tech. C'est ça qu'on pourrait dire. A cup of tech with Alan McKenna and Pascal Forget. Ah, Je sais pas. ouais. Je sais pas comment ils traduiraient ça automatiquement. C'est délicat. C'est vrai, ça s'écrit comme le verbe anglophone, to forget. Comme le verbe anglais Euh, oublié. Écoute, les exemples de traduction qu'ils font, c'est que ça simplifie beaucoup le vocabulaire. Ça enlève beaucoup de nuances. Fait que ça enlève peut-être l'intérêt de certains La podcasts. Ce qui fait finesse, qu'on ben oui. écoute, ben c'est ça, les subtilités. Si on écoute beaucoup cardio, c'est pour son rythme, son flow et tout. C'est pas pour nécessairement que le contenu. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va faire, comme Spotify qui veut traduire automatiquement les podcasts. Des podcasts. Et ça va garder leur langue. Pas leur langue, Leur excuse-moi, leur ton, leur voix, tonalité, ouais. Mhm. leur ton. Ça risque d'être très drôle de s'entendre parler en japonais avec mes inflexions, ma voix mélodieuse, On peut lancer une francophone et la version en tienne aussi. allemand. On pourrait essayer des affaires. Hein? Une tasse de texte s'internationalise grâce à Spotify. Eine Flasche des techs? Je sais pas. De tech. Probablement qu'ils disent ça comme ça, effectivement. Mm. d'AirTech. Connaissez-vous, les amis, InfoBref? C'est la plug que je dois faire en entrée d'actu parce qu'on va parler d'actualité. Et c'est pertinent parce qu'InfoBref, en fait, c'est une infolette quotidienne d'actualité quotidienne sur l'actualité du jour, donc qui, chaque matin, vous résume l'essentiel des nouvelles importantes en 5 minutes, gros max, dans votre boîte de courriel. Ça, c'est gratuit, c'est sur infobref.com, vous pouvez vous abonner, ça se fait très bien, ça se digère facilement avec un café, comme Pascal est en train de faire en ce moment même. Mhm. Et ça complète agréablement la lecture d'un quotidien comme Le Devoir. Je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que nous aussi, on fait de la bonne nouvelle dans Le Devoir. Et tout ça, ben, ça se consulte agréablement le matin et ça vous part la journée sur le bon pied. Et tu nous pensais c'est une mauvaise nouvelle, ça, Pascal, ce qui se passe avec Starlink? Ben, pour ceux qui veulent avoir Internet en passant par les satellites, Starlink, on a jusqu'à
au 30 septembre pour payer 200 $ pour l'équipement du service résidentiel qui passe ensuite à 759 $. C'est pas une infopub, c'est pas pour vous dire d'acheter le service. Je suis juste curieux qu'il n'y ait pas eu plus de ce service qui était très attendu, qu'il n'y ait pas eu plus d'écho de ça. Mhm. Il me semble qu'en région, dans ton chalet où il n'y a pas de bonne connexion Internet, oui, c'est un service qui coûte 140 $ par mois. 320 $ par mois pour le service priorité qui donne 1 téraoctet de téléchargement. Mais ceux qui veulent se le procurer, allez tout de suite sur le site. Vous allez, au lieu de payer 759, la première facture, au lieu de vous coûter 1000 $, elle va vous coûter autour de 300 quelques. Ça peut faire une différence. Sinon, ben, parlez-nous-en. Écrivez-moi. Il Je suis reste pas curieux. beaucoup de temps. Pascal, Ben oui. pascalforget.com, si jamais. Donnez-moi du feedback. Si vous utilisez Starlink, si vous écoutez une tasse de tech avec Starlink en ce moment, je suis très curieux d'avoir votre feedback, si vous êtes satisfait du service et surtout, comment ça a changé votre vie. Je parlais avec quelqu'un de Bécomo hier, quelqu'un qui a eu un malencontreux accident dans le fond du bois et qui me parlait il a utilisé son iPhone 14 pour faire un appel satellite SOS, ça l'a sauvé. Euh, et il me disait que dans les chalets là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de, il y a pas de signal cellulaire, rien. Puis il y a bien des gens qui ont Starlink aussi. Donc clairement, ça sert à connecter les gens en région éloignée. Il y en a beaucoup. Puis ça donne le goût d'avoir un chalet loin, d'avoir Internet par satellite, d'être autonome. Ben oui, tu Le t'en vas dans ton concept chalet m'intéresse. éloigné de la civilisation pour écouter Netflix. Ben, ou une tasse de tech, écoute. Ou une tasse de tech, voilà. C'était hier, Pascal, MetaConnect 2023, Mhm. la grosse journée de nouveautés qui est consacrée par Meta à son environnement de réalité virtuelle. On en a donné un petit peu plus d'informations là, sur le casque, le Quest 3, qui s'en vient à la mi-octobre. Casque qui ne sera pas donné, là, 650 $ quand même, c'est pas exactement ce que j'appelle une aubaine, mais c'est un appareil qui semble une belle amélioration par rapport au Quest 2. Hein. Je rappelle, on a un nouveau processeur Snapdragon XR2 à bord qui rend la performance 33% plus rapide, mais surtout qui double la capacité de traitement vidéo. Donc, on risque d'avoir des belles images. La principale nouveauté du Quest 3, c'est aussi la capacité de voir à travers les caméras l'environnement immédiat autour de soi pour Mhm. intégrer des événements virtuels à son environnement physique ou l'inverse. D'ailleurs, on a présenté un truc, on va pouvoir, tu sais, quand on joue à un jeu sur Quest 3 et qu'on remporte un trophée, on va pouvoir épingler le trophée au mur ou le déposer sur une tablette dans sa chambre. Il va rester là en permanence. C'est ce que promet les gens, ce que promettent les gens de Meta là, dans une mise à jour qui va venir peut-être avant Noël, on verra bien. Il y a eu quand même pas mal de jeux qui ont été annoncés. C'est surtout ça qui m'intéressait. Parce que je parlais cette semaine avec les gens de Ubisoft, parce qu'il y a un nouveau Assassin's Creed qui s'en vient, Assassin's Creed Mirage. Et Mhm. là, on a annoncé pour exclusivement la plateforme Quest, Assassin's Creed Nexus, qui sont des petits bouts de jeux des différents environnements dans le monde où la série, il y en a comme 20, là, si on inclut les téléchargeables, là, donc où tous les Assassin's Creed ont eu lieu, il va y avoir du contenu téléchargeable pour Quest 3 aussi. Un jeu de RPG un peu plus Asgard's Wrath 2, Ghostbusters, Rise of the Ghost Lord. Il va y avoir un jeu Lego pour les plus jeunes et une version vidéoludique de Stranger Things, la fameuse série de Netflix, et un autre jeu style zombie de The Walking Dead. C'est quand même... et ça, ce sont que les grands titres. Hein. Il y avait beaucoup d'autres trucs qui s'en viennent. Ça va être assez intéressant. Et je ne sais pas si, parce que je sais que tu avais essayé le Quest 3 à un moment donné cet été, il y a, depuis ce moment-là, on a développé, on a travaillé beaucoup sur l'avatar et on lui a enfin ajouté des jambes. Et là, semble-t-il que c'est les jambes qui fonctionnent parfaitement. On les appelle les jambes à IA générative. On utilise l'intelligence artificielle pour créer un bas du corps que le casque ne filme pas. Il ne sait pas qu'on a des jambes, le casque. En fait, il Mhm. soupçonne, mais il ne sait pas de quoi elles ont l'air. Il ne fait que les ajouter à notre avatar basé sur ce qu'il assume qu'on fait avec nos jambes dans le contexte où on se trouve. C'est-à-dire que si on joue à un jeu où on zappe des blocs sur le rythme de la musique, probablement que nos pieds se font aller dans une gigue endiablée. Et si on est plutôt en train de converser dans un environnement de chat virtuel, nos jambes doivent être droites et immobiles, j'imagine, ou alors elles dansent la danse russe dont j'oublie le nom, alors qu'on est les bras Ah. croisés, que le reste du corps ne bouge pas. Allez savoir. Mais on aurait réglé ce problème-là. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Pas le Connect, mais le Quest 3 s'en vient aussi, donc mi-octobre. J'ai des gens que je connais qui ont déjà précommandé. Ils avaient hâte de voir la nouveauté. Donc, je ne Mhm. sais pas si ça va relancer l'élan, l'engouement envers la réalité virtuelle de Meta. Je n'ai pas entendu beaucoup le mot métavers malgré l'existence de tout ce. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais je pense que le terme métavers est malheureusement moins bonne réputation qu'il y a 2 ans. Mais quand même, il y a des jeux, ça c'est clair. Fait que ça va être à suivre. On verra bien ça dans 3 semaines.
avec le Quest 3 si Meta, bien sûr, ne va pas barrer de sa liste et qu'on peut ensuite essayer leurs Je- appareils quand même. Écoute, j'espère qu'on va pouvoir l'essayer parce que je pense sincèrement que la technologie de réalité virtuelle, l'essayer, c'est l'adopter. C'est Mhm. cliché, mais une fois que tu l'as essayé, tu comprends c'est quoi, tu te dis, waouh, j'ai le goût de me mettre dans cette bulle-là, j'ai le goût de jouer dans cette bulle-là. Et si on donne pas l'accès, si on le rend pas, si on le met pas en démo, si on donne pas l'occasion de l'essayer, puis une bonne expérience de réalité virtuelle, c'est assez cool, merci, versus une expérience avec qu'on a peut-être eu il y a quelques années avec le premier Ah, ça Quest, s'est beaucoup qui était amélioré, pas ben oui. terrible, La partie mais on voit réalité la mixte différence. risque d'être assez intéressante, effectivement. Si on peut interagir plus avec l'environnement autour sans avoir à se péter la margoulette sur un coin de divan, ça va être un gros plus. Il y a une nouveauté aussi au niveau de ChatGPT, Pascal, qui devrait le rendre pas mal plus puissant, à mon avis, non? Ben, c'est beaucoup un gros changement. ChatGPT n'est plus limité aux données d'avant septembre 2021. Il est maintenant connecté à Internet en temps réel, ce qu'on pouvait faire avec le moteur de recherche Bing depuis un moment, si on Mhm. était connecté avec son utilisateur Microsoft. C'est offert en ce moment aux abonnés plus et entreprises depuis hier, bientôt à tous les utilisateurs. Ce que ça fait, c'est que ça te permet d'avoir accès à de l'information en temps réel, donc de demander qui est le président de tel pays et on va avoir le véritable président et non pas celui de 2021. Les sites web, et ça c'était quelque chose qui faisait une grosse controverse, les sites Mhm. web pour avoir accès à cette information-là devaient être consultés par ChatGPT et ça faisait que ça demandait, ça générait beaucoup de trafic sur Mhm. les sites. On peut donc bloquer l'accès à ton site. Je pourrais dire pascalforget.com, je ne veux pas que ChatGPT s'en inspire, disons ça comme ça, ou Puise son peut-être information à même ouais, ton puise site. l'information à Mhm. même mon site. Il y a déjà des sites qui ont décidé de ne pas le faire, entre autres le New York Times, le Washington Post, le Guardian, Reuters, l'agence de presse, CNN, Amazon, qui ont choisi de ne pas, il semble, de bloquer ChatGPT là-dessus. Donc, on va devoir aller sur les sites pour avoir de l'information. On doit conserver l'historique de ces conversations pour entraîner le modèle si on veut avoir accès à cette option-là. Oh, Et ça, je trouve qu'il faut en être conscient. autrement dit, il On faut ne pourra confier du peut-être pas. matériel à C'est OpenAI pour qu'il puisse puiser à nos propres entrain. données à nous aussi. Ben oui, voilà. Et voilà, si on interagit avec l'intelligence artificielle, ça va servir au modèle. Ben oui. Donc, ceux qui veulent garder leur information privée et tout, ça va être assez terrible. Mais aussi, on a annoncé que ChatGPT va pouvoir voir, entendre et parler. Et là, moi, j'ai des pensées de HAL dans 2001 au-dessus de l'espace. C'est assez terrible. Ça va devenir un super assistant vocal et même vidéo. On va pouvoir Mhm. lui montrer des images et des choses pour qu'il commente. Et là, encore une fois, c'est exactement la scène dans 2001 au-dessus de l'espace où l'astronaute montre un dessin et Hal, dans le film, commente le dessin. On va pouvoir demander des recettes en filmant, en photographiant ce qu'il y a dans le frigo. Ça va être assez Ah, terrible. Il va reconnaître ce qu'il y a dans ton frigo, puis il va te proposer des recettes avec ça. J'imagine qu'on va pouvoir reconnaître des codes barres. Quel est cet édifice? Qui est cette personne? Raconter des histoires aux enfants. Les voix ont été choisies, ont été générées à partir de voix d'acteurs, des professionnels. Il y a 5 voix pour l'instant. Ça va être dans l'application pour son téléphone. C'est la même technologie de transcription vocale qui est utilisée par Spotify qui traduit les podcasts ben tiens. automatiquement. Alors, j'ai Mhm. vu quelques extraits, c'est assez impressionnant. ChatGPT va pouvoir nous parler nos réponses. Ça va être déployé dans les 2 prochaines semaines pour les utilisateurs payants. Ça va s'en venir dans les prochaines semaines pour les autres. Bien, bien hâte de voir ça. Peut-être que dans un an, Alain, là, ça va être ChatGPT qui va co-animer avec nous et ça me terrifie. T'es beaucoup plus sympathique. Avoir une troisième fenêtre avec ouais, un avatar étrange. Hmm. Exactement. Ouais, on va le bloquer peut-être pour pas qu'il puisse repiquer notre balado et notre contenu hautement intelligent et exclusif. Bon point. Mm -hmm. Je retourne à MetaConnect, Pascal, parce que c'est une nouvelle qui a aussi fait jaser, mais qui est un peu moins énorme. On a la deuxième génération des lunettes Stories, Ray-Ban Stories, qui ont été Oui, présentées oui. hier, qui n'ont pas de nom cette fois-ci. Ce sont seulement les lunettes intelligentes Ray-Ban et Meta. Je ne sais pas pourquoi on a Ouais. abandonné le nom, mais bref, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute la portion connectée des Stories à des verres Ray-Ban dont on connaissait déjà le modèle, les Wayfarer, entre autres, qui sont certainement le modèle le plus connu de Oui. Ray-Ban, auront cette capacité-là. C'est pas donné. Là, on parle de verres connectés qui coûtent 370 canadiens. Vous pouvez les précommander maintenant. Ça va être en vente à la mi-octobre. C'est pas une grosse amélioration. Il n'y a pas rien de particulièrement nouveau sur ces lunettes-là par rapport aux Stories, excepté qu'on a maintenant 5 micros au lieu d'1. Donc, la portion interaction par la voix risque d'être
vraiment meilleure parce qu'elle était essentiellement inutilisable dans les stories originales, que ce soit pour commander sa commande vocale ou demander des trucs à ses lunettes. Parce que je pense qu'on pouvait même commander la prise de photos et de vidéos Mhm. par les lunettes, mais en lui parlant. Donc, et ça ne marchait pas souvent. Donc là, on présume que ça va être un peu mieux. On a encore une fois 2 caméras, une de chaque côté, parce qu'apparemment, ça ne fait pas peur à personne de se faire filmer à leur insu. Ils vont saisir des photos de 15 mégapixels et des vidéos de 1080p, donc en pleine HD. On peut stocker 500 photos ou 100 vidéos sur les lunettes avant de les transférer sur son téléphone et ensuite de les partager sous forme de stories, de reels, de posts Instagram ou Facebook ou toutes ces affaires-là. On peut aussi les garder comme souvenir très personnel. La vidéo était, je ne sais pas si on a amélioré le champ de vision ou la profondeur, en fait, de l'objectif sur la vidéo, parce que les vidéos sur les stories étaient très grand angle et ça donnait qu'on ne voyait pas grand-chose parce que le sujet était petit dans le fond là-bas et le son était conséquemment pas très excellent. On présente ces lunettes-là comme des outils de création pour créateurs de contenu. Ce qui est comme le buzzword du jour quand on ne sait pas quoi faire avec un gadget. On dit, c'est pour les créateurs de contenu, ça, il n'y a rien là. Donc, Ils des vont gens se qui débrouiller veulent, par avec ça. exemple, faire un tutoriel sur comment jouer de la batterie, comment faire une recette. J'ai toujours rêvé de cuisiner avec des verres fumés. Moi, c'est vraiment mon truc. Mais bref, ça aussi, on se demande peut-être qu'on va pouvoir les essayer ou pas, je ne sais pas, mais si ça vous intéresse. Évidemment, si vous voulez seulement la partie musicale pour écouter de la musique, pour parler au téléphone de ces lunettes-là, il existe des modèles. Bose en a. On avait ici, on en a parlé un petit bout de temps, une compagnie qui s'appelle Solos, qui fait les AirGo, qui coûte moitié moins cher en plus, qui offre aussi juste la portion sans les caméras, donc micro et haut-parleurs qui font du bon boulot. J'aime cette combinaison-là, mais la partie vidéo et la partie prix des lunettes Meta, je suis moins certain. Mais si ça vous intrigue, vous pouvez aller voir ça. C'est quand même des casques. Je lisais l'information sur les stories pour me rappeler un peu. Et ce que j'ai vu, c'est qu'après quelques mois seulement d'utilisation, 90% et plus des gens qui en avaient un exemplaire ne s'en servaient plus. Oui. Oh non, non, c'était Donc, l'hécatombe après et le logiciel était pas terrible. Moi-même, là, il y a ouais, quelques mois, je les ai ressortis de mon garde-robe, quelques semaines, je les ai ressortis de mon garde-robe. Ça a pris plusieurs heures avant que je réussisse à les reconnecter tellement l'interface était boiteuse et ça se problématique. Fait que déconnectait j'ai tout le temps dans dit, la lecture musicale, regarde, entre autres, ce qui est un problème. Quand on veut écouter de la musique, c'est ben un peu bête. oui, et j'imagine qu'ils vont faire mieux. Et toujours, avant d'acheter des lunettes de soleil pour écouter de la musique et se connecter, dites-vous qu'à l'intérieur, tu l'as mentionné, c'est un peu inutilisables et puis Mhm. elles étaient sensibles au froid. Ouais, dès qu'il Alors, faisait dès froid qu'il dehors, faisait la autour de batterie 5 degrés, était ça ne marchait plus. inutilisable. T'as bien raison. Voilà, ça fait le tour des actualités pour cette semaine. On prend une courte pause. Après, on a, préparez le popcorn, une grosse entrevue de fond sur l'innovation au Québec, sur l'intelligence artificielle, sur le code de conduite volontaire qui a été adopté cette semaine par le gouvernement canadien. Est-ce que c'est seulement de la poudre aux yeux ou est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur la façon dont l'intelligence artificielle est développée au Canada? On en parle dans un instant. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, nous sommes de retour à une tasse de tech, édition intelligente, je devrais dire. En fait, édition innovatrice, parce qu'on a des gens du monde de l'innovation qui vont parler d'intelligence artificielle aussi avec nous, parce qu'on est, pour cette partie-là de l'émission, en tout cas, au Palais des Congrès à Montréal, dans le cadre d'une conférence qui s'appelle All In. All In, ça commence par A puis par I pour Artificial Intelligence, entre autres choses. J'ai appris ça tantôt de l'organisatrice de l'événement, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'entreprises ici, de start-up qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle. Il y a eu la visite du ministre de l'Innovation et de l'Économie, M. François-Philippe Champagne. Il y a eu le premier ministre Justin Trudeau qui est passé le lendemain en plus pour venir faire sa séance photo parce qu'il faut se présenter quand on est dans la politique comme des innovateurs tout le temps et tout le kit. Et pour parler vraiment de ce que ça signifie l'innovation, l'intelligence artificielle, tout ça pour le Québec, pour même la population, le public, on a avec nous deux personnes qui en connaissent un rayon sur la question de l'innovation. On a Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, quand même, pas rien. Directeur général du Conseil de l'innovation du Québec et président fondateur du conseil d'administration d'Axelis. On faisait des blagues sur la longueur du titre, là, mais mais je le dis au complet. Tu l'as bien rendu. Oui. Et on a aussi Sarah Gagnon-Turcotte, directrice adoption de l'innovation et de l'intelligence artificielle, tous les deux au Conseil de l'innovation du Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour, Alain. Bonjour. Merci d'être là, de prendre le temps de faire un podcast, en fait, alors que vous pourriez être en train C'est cool que tu sois là parce que All In, c'était l'idée de se doter d'un grand rendez-vous là, pour tout le monde du Québec, tout le monde du pays, puis de faire un C2, si tu veux, de l'intelligence artificielle ici au Québec pour le monde entier.
C'est le fun. Il y a une cinquantaine d'exposants. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont venues de plein d'autres régions du Québec et du C'est Canada, malade, je c'est devrais un dire. grand succès. Là. On est rendu pas loin de 3000 inscriptions. Puis oui, des délégations d'une vingtaine de pays. Donc, on a eu la chance de rencontrer les gens de la Suède, les gens de l'Autriche. Il y a plein de nations qui sont ici. Mais c'est juste le début parce que c'est exactement ça qui était l'idée de tous les organisateurs, toute la gang qui se sont mis ensemble pour que ça devienne le happening d'AI au monde. Il y a eu un gros événement en ouverture de l'événement. Il y a eu, je disais tantôt, le ministre François-Philippe Champagne qui est venu faire une présence, qui est venu présenter en fait un truc qui va probablement intéresser tout le monde, là, un code de conduite volontaire sur l'adoption et l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein d'entreprises canadiennes. Il y avait des gens avec lui, donc Cohere, qui est une start-up, qui est un peu l'OpenAI canadien. Je le présente souvent comme Ben ça, oui. avec leur technologie de Ben oui. ce qu'on appelle des IA génératives, là, des modèles de langage naturel. En tout cas, bref, un chat GPT canadien, c'est essentiellement sur ce Ben sur oui. quoi ils travaillent. Et ils ont présenté donc un code de conduite volontaire pour les entreprises qui veulent bien y adhérer. Ce qui est une bonne nouvelle qui a été reçue positivement et négativement selon les gens qui ont parlé. Je serais curieux d'avoir votre point de vue sur justement ce que ça signifie. Est-ce que c'est une. J'imagine que c'est un bon premier pas, mais c'est pas la finalité de ce Ben, qui va être c'est fait. un bon un pas. Parce que là, Alain et puis tout le monde qui nous écoute, là, le conseil, notre équipe a été mandatée pour coordonner toute la réflexion là-dessus, cette question-là, de OK. dire qu'est-ce qui doit être fait pour encadrer le développement et l'usage de façon responsable de l'intelligence artificielle. Au Québec, là, il y a cette démarche-là qui a lieu présentement. C'est malade. Écoute, moi, j'ai jamais été témoin, puis j'ai le privilège d'en coordonner cet effort-là, d'avoir autant de gens, des experts comme toi, des experts comme dans tous les secteurs de la société civile, qui viennent puis qui s'assoient autour de la table pour, pour réfléchir à une question sérieuse comme celle-là. C'est 300 experts. Puis quand on dit expert, c'est le mauvais mot parce que personne n'est expert sur comment encadrer l'IA, comment s'assurer qu'on va avoir les bénéfices, mais qu'on va restreindre les mauvais côtés. C'est plus des gens, des leaders de société qui exposent dans les domaines où ils sont, dans la culture, au gouvernement, du côté de l'environnement, du côté de l'emploi, de la recherche, dans leur secteur, c'est quoi les enjeux, puis de réfléchir ensemble sur comment s'assurer de mettre les bonnes balises. Là, on a un code de conduite qui comporte 6 principes fondamentaux. Je fais 4 avec la main, mais 6, je n'ai pas assez de doigts dans une main. En gros, on parle de transparence, de prévention, de sécurisation des données, des choses comme ça, des choses auxquelles on devrait s'attendre des entreprises qui, anyway, développent la technologie. Et c'est volontaire. En fait, la principale critique, c'est comme c'est volontaire et qu'il n'y a pas vraiment de supervision une fois le code adopté. C'est quand même assez limité comme code de conduite. Là, quand même, on s'attend à ce que les entreprises soient authentiques et suivent le code tel que promis. Bien, il y a tout un spectre en termes d'encadrement, de réglementation, puis ça va de laisser faire, ça va même jusqu'à dire, on va plutôt équiper les utilisateurs pour se protéger, comme avec d'autres technologies ou en société, pour être capable de prendre soin de leur propre sécurité puis de leur propre balise, jusqu'à avoir une réglementation serrée, un cadre légal et assidu et tout ça. Mais moi, j'aimerais ça entendre Sarah là-dessus parce que sur les principes qui sont dans cette convention-là, c'est des principes très intéressants, puis c'est des principes qu'on entend beaucoup des gens qu'on a consultés, puis Sarah pourra en parler un petit peu. Il y a un mouvement actuellement à travers le monde là, pour avoir plus d'encadrement, plus de régulation. Donc, on se dirige vers là. L'Union européenne, ça fait plusieurs années qu'ils réfléchissent. Ils s'apprêtent là, incessamment à adopter un projet de loi. Le Canada aussi en débat. Il y a un projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Également, on va se diriger rapidement là, vers des nouvelles régulations. Donc, ce code de conduite-là, il faut le voir un peu comme une opportunité en attendant que ces nouvelles structures-là prennent toute leur ampleur, pour des gens de déjà commencer à s'avancer dans cette direction-là. Puis moi, je le vois comme une opportunité pour les grands et les petits joueurs. Là. Je pense que certains des petits joueurs aussi peuvent tirer leur épingle du jeu, d'être un peu les pionniers. Ça devient presque un avantage concurrentiel d'avoir déjà adopté des cadres
sérieux, des façons. Puis là, dans les principes, comme tu le disais, Luc, la transparence, la certification, là, je les ai pas en tête. Peut-être que tu les as, Alain. On peut les passer, mais oui, il y a une question de transparence, une question aussi d'informer les gens qui sont impactés sur les données qui sont utilisées, comment elles sont sécurisées, faire tout ce qui est possible d'être fait pour éviter des attaques qui viennent de l'extérieur, des choses comme ça. Donc, effectivement, Red teaming. c'est quand même assez haut niveau. Puis le code, quand on lit, en fait, le code, on se rend compte que c'est tellement haut niveau que c'est à la limite un peu vague. Là. C'est-à-dire qu'on pourrait être plus strict ou encore plus précis dans le code, mais je comprends qu'en même temps, l'idée, c'est de pas trop non plus limiter. Moi, je la salue parce que, écoute, c'est que le Canada fasse un pas, que les entreprises ici canadiennes disent, regarde, nous, on va lever la barre, puis on va être exemplaires dans les meilleures façons de se comporter dans ce contexte-là. Moi, je suis très, très heureux que ça ait eu lieu. Comme on l'a dit, ça va prendre plus que ça, mais au moins que nos entreprises canadiennes puis qu'un gouvernement dise voici un certain point de départ, c'est fantastique. Ouais. Dans toutes les approches, toutes les discussions, tous les débats entourant l'encadrement, il y a toujours la question de l'équilibre entre l'innovation et la réglementation. Donc, on ne veut pas empêcher les entreprises d'innover. On veut leur donner toutefois des règles claires qui vont les encourager. Hein. On dit souvent la contrainte est la mère de toutes les inventions. Là. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Là. C'est quand on a des balises très claires, des fois, on essaye de sortir de la boîte de manière encore plus créatrice puis innovante. Mais le code de conduite émet quand même des propositions très claires de faire un audit, c'est ça, d'être très clair sur la transparence, de faire des tentatives de red teaming qu'on appelle, là, de tester un peu les limites d'un système. Donc, ça va forcer les entreprises à tout de suite se mettre en mode opérationnalisation de la responsabilité, de l'IA responsable. Puis ça, c'est pas facile. Ce matin, on avait une autre entrevue, on en discutait. Cette opérationnalisation-là, on ne sait pas encore toujours comment la faire. Il faut qu'on se donne du temps, de l'espace, expérimenter. Il faut qu'on mette plusieurs joueurs autour de la table, puis qu'on développe nous-mêmes nos capacités d'analyser ces systèmes-là. Ça va prendre du temps, le déploiement de ce nouveau cadre réglementaire-là. Puis si ça nous donne un pas d'avance en ayant des gens qui se sont lancés de manière volontaire, bien, tant mieux. Ouais. Ben, le temps, c'est un bon point parce que la loi sur l'intelligence artificielle et les données, qui est à l'étude en ce moment aux communes, va arriver dans 2 ans, au rythme où les choses vont. Je pense qu'on l'espérait plus tôt et ça va arriver un petit peu plus tard que prévu. Il va s'en passer des choses pendant 2 ans. Ben, là c'est sûr que au Québec, on est en train de se poser toutes ces bonnes questions-là. Puis il y a 6 thématiques. Il y a celui de la loi puis de la réglementation, la gouvernance et tout ça. Mais tu as aussi de dire, quand on fait des investissements en recherche, quand on fait des investissements en entreprise, comment s'assurer qu'on le fait de façon responsable pour du développement puis de l'adoption responsable. Il y a toute la question des transformations de l'emploi, les métiers qui vont évoluer, changer, disparaître, les nouveaux métiers qui vont arriver, tout ce que ça implique comme question pour se préparer, pour se former, la vitesse à laquelle ça arrive, toute la question de comment l'État doit utiliser l'IA et ce, de façon responsable, comment, en fait, ils doivent donner l'exemple sur comment utiliser ces technologies-là pour être utile dans tous les secteurs de l'État que tu peux imaginer, la santé, l'éducation. Juste de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA en éducation? C'est déjà en soi juste ça, une immense question. Mais on a la chance d'être ceux qui, peut-être, pourraient trouver des réponses les premiers. Il y a eu cette semaine aussi un deuxième volet de la loi sur la protection des renseignements personnels au Québec qui a été mis en place. On voit plein de sites web d'un coup avec une petite fenêtre surgissante, un petit pop-up qui indique « Hey, voici ce qu'on fait avec vos données ». Les experts, ce qu'ils disaient, c'est que, bon, là, une nouvelle loi, elle ressemble beaucoup à la loi européenne, donc les sites ont adopté les mesures qui sont conformes à la loi européenne, mais la loi québécoise est un peu différente, elle est un petit peu plus stricte. Et là, il y a un flou. Est-ce qu'on respecte la loi ou pas? Ça posait la question. Quand la loi sur l'IA va arriver, ça va être un peu la même question. Est-ce qu'on va avoir les moyens de la faire respecter au niveau gouvernemental? Est-ce qu'on va nommer un commissaire, mais on ne sait pas quels vont être ses outils pour... Oui, bien là, tu sautes une couple d'étapes, on va nommer un commissaire. Je vais vite, là, mais je fais des liens. On va nommer... ça peut être une idée d'avoir un commissaire, mais la question est ouverte pour le moment, on ne le sait pas. Mais par contre, l'impératif que tu nommes là, de dire, wow, il ne faut pas juste émettre des normes, il faut avoir les moyens de les faire respecter. C'est clairement sur l'écran radar, puis il va falloir trouver des façons d'y arriver, oui. Oui, parce que je pensais Yoshua Bengio disait entre autres que ce serait le fun que ces lois-là aient du mordant, parce que sinon, il n'y aura aucun impact. Moi, je suis très optimiste là, du fait que,
Là, ici, dans ce cas-ci, on parle de réglementation, de loi, d'encadrement, tout ça, puis c'est tout nouveau dans un monde de gens qui ne sont pas habitués. Mais pour beaucoup d'innovateurs et innovatrices dans le domaine de la santé, technologie médicale, technologie aéronautique, tout ça, ben, c'est la- c'est comme ça depuis toujours. On a appris à innover sans blesser les gens. On a appris à avoir des matériaux qui ne vont pas causer de dommages à la peau, ne vont pas avoir d'effets secondaires. On a contrôlé le développement de médicaments comme quoi quand on dit que ça fait quelque chose, ça le fait pour vrai Mhm. et on n'a pas d'effets dangereux. Fait que et tout ça, c'est dans un cadre qui fait que c'est très sévère. Une entreprise qui contravient à la loi et réglementation dans ces secteurs-là va fermer. Là. Tu sais, c'est des punitions disproportionnelles en termes d'impact. Là. Tu ne peux pas jouer avec ces choses-là. Donc, moi, je suis optimiste parce que je me dis, et dans ces domaines-là, on a appris à faire les bonnes choses, à vivre dans les contraintes, puis à innover quand même, Ouais. Ben, je pense que le meilleur parallèle avec l'encadrement de l'IA, c'est ce que Santé Canada fait avec les médicaments, justement. tellement. La seule limite, c'est qu'il n'y a pas de frontière à l'intelligence artificielle, alors que vendre des médicaments, il faut physiquement être sur place. Quoique ça se fait par Internet, mais c'est une autre conversation. Là. Et la menace, en fait, ne risque pas de venir d'entreprises canadiennes, mais de gouvernements ou de compagnies Oui. étrangères, chinoises, Une russes, peu autre importe. inquiétude, c'est la vitesse. Ouais. C'est le fait que ça puisse arriver dans les mains de plein de gens donc on ne connaît pas les intentions et la vitesse à laquelle les choses se développent. Fait que là, ça amène un nouveau défi de dire, bon, OK, bon, ben, est-ce que nos encadrements sont les bons? Est-ce qu'ils sont peut-être bons ce mois-ci, mais dans 6 mois, peut-être pas? Puis la vitesse de l'appareil d'encadrement, ben, il est limité. Donc, ça, c'est des nouvelles réalités auxquelles il faut s'adapter. Il y a là aussi un avantage à être les premiers. On Ah! est en train de façonner à quelque part le chemin vers lequel on se dirige. L'Union européenne, le fait qu'ils ont été les premiers à réglementer l'IA, ils ont un peu mis la scène en place, ils ont mis la table sur qu'est-ce qui était un risque. C'est tout le cadre basé sur des risques faibles à élevés, ça a généré énormément de discussions. Là aussi, le code volontaire vient un peu façonner ou provoquer la discussion, puis on espère faire la même chose. L'initiative qu'on est en train de faire au Québec, cette réflexion-là collective, elle est unique en son genre à travers le monde parce Ah oui? que la majorité des conversations sur l'encadrement, elles ont lieu principalement dans des instances relativement closes, parfois politiques, mais où il n'y a pas énormément de gens qui sortent un peu de l'écosystème de l'IA usuel. Et nous, on a fait le pari que il y avait déjà plein de gens au Québec qui réfléchissaient à l'IA, qui se sentaient interpellés, voulaient participer à la conversation. Fait qu'on espère vraiment que les principes qui vont émerger, la vision qui va émerger de c'est quoi l'IA responsable pour le Québec, bien, elle va nous représenter, puis elle va faire écho à travers le monde. On va aller la porter à l'UNESCO, on va aller la porter à l'OCDE. Fait qu'on contribue comme ça vraiment à façonner le futur. Puis si on attendait, ben, au contraire, on se priverait d'une opportunité d'influence assez majeure. Je regarde, on est dans l'aquarium ici, dans ton studio, Alain, à All In, puis les gens qui nous regardent, ben, je reconnais les gens de l'Autriche, des gens de Suède, il y a des gens de la France aussi qui sont venus nous voir et nous interviewer sur qu'est-ce qui est en train de se passer ici au Québec. Pas juste sur le développement de l'IA puis à quel point on est un peu à l'avant-garde là-dessus, mais sur aussi cette réflexion-là. Quand Sarah dit c'est unique au monde d'avoir des centaines de citoyens qui prennent le temps un dimanche matin avec une tasse de thé de rédiger leurs préoccupations, leurs idées, leurs suggestions, d'avoir des centaines d'experts, comme on les nommait, qui prennent des jours, là, des jours de leur temps à travailler en atelier, à réfléchir et émettre là, tous les bonnes avis là-dessus. C'est unique. Puis ces pays-là, c'est ce qu'ils viennent nous demander. Qu'est-ce que vous avez fait pour que tant de gens viennent travailler sur cette question-là? Je ne vais pas leur faire de la peine, mais on va parler un peu du Canada. Parce que la question suivante va plus vers l'innovation au pays et l'impact que ça peut avoir. Je regardais il y a quelques semaines Cohere, qui est je le disais tantôt, c'est un peu l'OpenAI canadien, Ben oui. a levé, je pense, 300 millions, quelque chose comme ça, qui leur donne une valeur de 2 milliards. Il y a à peu près 1 an et demi, on comparait beaucoup Cohere avec OpenAI, qui, elle, aujourd'hui, vaudrait 90 milliards. Est-ce que la valeur de l'innovation est différente au Canada et aux États-Unis? Il me semble qu'on a tendance à sous-évaluer ce qu'on fait ici. Puis ça doit nuire à un moment donné à l'innovation, puis aux startups, puis justement à tout le côté business de ces technologies-là qu'on développe ici. Là.
Écoute, là, c'est une question fondamentale qui est là, qui nous habite puis qui nous hante depuis 30 ans, hein, le défi d'évaluation et de l'opportunité de nos startups chez nous. Moi, je vois aussi un peu une opportunité dans plusieurs des domaines. Là, c'est important d'avoir une valuation qui monte tranquillement et puis qui est capable de laisser de la place pour du capital additionnel. Tu sais, quand tu es rendu après 2 ans de vie à 2 milliards, là, je veux dire, la barre est humainement impossible à relever par la suite. Puis d'être capable de lever ton prochain 300 millions quand tu pars à 3 milliards avec 3 ans d'existence, c'est inhumain. Le défi est plus pour celles qui n'arrivent pas à avoir une valuation qui leur permette de lever le 200 millions. C'est pour ceux qui auraient l'opportunité de lever 200-300 millions puis qui en ont juste 30 au mieux, 3 à 4 probablement. C'est plus là le défi. Est-ce qu'on a beaucoup de capital de risque au Québec? On a beaucoup de capital de risque maintenant aussi qui nous vient d'investisseurs américains. Donc là-dessus, on est chanceux. Ce qu'il faut arriver, c'est de s'assurer qu'il y ait plus d'entreprises qui aient accès, puis plus d'entreprises qui aient accès à du capital de croissance. Être capable de faire qu'une entreprise va devenir un joueur qui va acheter les autres, qui va se mettre à être le champion international, qui va se mettre à créer le bureau chef des prochains Amazon de ce monde, mais à partir du Canada. C'est ça que moi, je vois qui est un des grands défis. C'en est effectivement un. Il y a beaucoup de capital risque au Québec, c'est très vrai. Je pense que la majorité du capital vient d'institutions et d'organisations gouvernementales. Donc, en gros, c'est de l'argent public. Ben oui, chez nous, c'est la moitié, en effet. Et quand on regarde l'actualité dans l'IA, en tout cas, on voit que c'est Amazon qui met 4 milliards dans Anthropic, on voit que Microsoft met des milliards dans OpenAI, on voit le privé américain qui investit dans le privé américain. Sont où nos grandes entreprises? Ils sont où les couche-tard pour donner un petit coup de pouce à nos entreprises? Mais puis ça, c'est vrai pour les startups, c'est vrai aussi dans les écosystèmes d'innovation. Ça prend des grandes entreprises ou des donneurs d'ordre qui drivent, qui lancent des défis, qui veulent avoir des solutions, puis que là, des startups ou des PME ou des fournisseurs locaux peuvent arriver à développer plein de nouvelles solutions, des nouveaux équipements, des nouveaux outils, des nouvelles technologies. Ça, c'est un problème au Québec. On a nos quelques grands joueurs. Moi, je te lance le défi de regarder la liste. Dans le journal Les Affaires, les 300, à chaque année, publie les 300 plus grandes entreprises du Québec. Regarde-les. Regarde-les. Enlève celles qui sont des succursales qui ne feront jamais d'innovation. Les entrepôts, ceci, puis les bureaux de distribution, ceux-là, on les enlève. Puis il reste les autres. Fait que, il n'y en a pas beaucoup avant qu'on tombe à 100 employés. Le tissu économique du Québec est comme ça. Donc, ceux qui restent, tu en as nommé quelques-uns, il y a comme une obligation d'être innovant puis de réaliser qu'on a un rôle de leader à jouer. C'est pas juste de maximiser pour son entreprise, c'est que le tissu de fournisseurs, le tissu de sources de technologie, les universitaires, les collèges, les gens autour peuvent bénéficier des besoins, c'est drôle à dire, hein, mais quand ces besoins-là sont rendus clairs, quand ils sont exprimés au marché, puis que tu as des startups qui peuvent dire « Hey, moi, j'ai quelque chose pour toi », là, ça fait une différence. Mais il faut leur rappeler ce rôle-là et il faut trouver des façons de communiquer ces besoins-là. Et je vais faire un lien, ce sera la dernière question parce qu'on pourrait parler 1 heure, mais je vais vraiment trop déborder. Il y avait un rapport la semaine dernière sur la question des brevets, sur la question de comment peut-être le système ou la stratégie d'innovation est peut-être pas tout à fait adapté aux besoins des PME québécoises. Elle profitait beaucoup de grandes entreprises. Le modèle justement d'investissement un peu à la Silicon Valley là, de capital risque, de croissance et éventuellement d'acquisition par des grandes entreprises qu'on n'a pas ici. Est-ce que le système d'innovation ou de propriété intellectuelle au Québec est brisé? Bien, celui-là, écoute, les articles qui sortaient la manchette spectaculaire, c'était que la majorité ou une grande proportion des brevets issus de la recherche publique faite au Québec, au Canada, financée par les fonds publics des Québécois, des Québécoises, là, est transférée à l'étranger, à des entreprises étrangères qui l'utilisent ailleurs. Ouais. Puis oui, moi, ça me révolte, puis c'est symptomatique de ce dont on vient de parler. Les entreprises québécoises, elles doivent aussi être celles qui font de la recherche, qui font des innovations, qui se tournent vers les universités puis qui se disent « Hey, qu'est-ce que moi je peux faire pour commercialiser ces découvertes-là en médicaments, en manufacturier, en environnement, en énergie,
tous les domaines. On est les meilleurs au Canada, puis dans les meilleurs au monde en termes de la recherche publique, là. Puis la quantité de fonds qu'on investit pour développer ce savoir-là, les armées d'étudiants gradués qui sortent de ça, c'est phénoménal. On a cette richesse-là. Puis nos entreprises canadiennes, nos entreprises québécoises, ça s'en rendent pas trop compte. Mais les entreprises étrangères le savent, elles. Et donc là, Elles sont plusieurs à venir vanter les mérites de la main-d'œuvre pas chère et de la qualité de la formation. Là. et de la qualité de la propriété Ouais. intellectuelle, de la science, de la recherche. Donc, c'est un wake-up call pour que nos entreprises, c'est pas comme si les universités font exprès d'aller à l'international pour faire exprès d'amener ça ailleurs. C'est que nos entreprises locales sont moins ouvertes, sont moins actives, sont moins proactives. Fait que ça montre comment on a du chemin à faire de ce côté-là. Je dirais qu'il y a quand même des programmes. Cette prise de conscience-là, elle est faite, là. Puis tant mieux, on a des données maintenant qui l'expliquent bien. Mais on a vu dans les dernières années des nouveaux programmes axés sur notamment le scale-up, donc la croissance des entreprises. Les investissements auprès des startups aussi, de l'entrepreneuriat, c'est assez important. Puis il y a des réflexions pour encore faire mieux, faire plus. Fait que dans le fond, c'est tous des environnements, à quelque part, où cette propriété intellectuelle-là peut se concrétiser puis devenir des produits ou des services intéressants. Puis il y a aussi tout le volet de la commercialisation. Fait que ce sont trois aspects donc, on nourrit les jeunes pousses, on aide les PME à croître un peu plus, puis à développer soit des nouveaux produits ou des nouveaux services, puis même avec un regard vers l'exportation aussi. Fait que là aussi, il y a des nouveaux programmes ou une prise de conscience, notamment auprès des fonds publics, là, sur comment faire mieux avec l'argent, puis qu'on investit, puis qui nous coûte cher, puis on veut que ça nous rapporte. On veut que ça nous rapporte ici, puis on n'a pas intérêt à simplement que nos petites PME ou nos startups soient rachetées à l'international. Ouais. Ben, c'est une économie de PME, le Québec, hein, donc il faut effectivement les C'est aider. fascinant. On faisait des blagues sur mon long titre. Il y avait celui de président fondateur d'Axelis. Ça en est une des nouvelles initiatives que Sarah mentionne. Et ça a changé la donne. On avait à l'époque 40 des transferts qui étaient faits à des entreprises québécoises. Bien, maintenant, on est rendu à 78 parce qu'on maintenant, on focalise là-dessus. L'alarme a été sonnée il y a déjà longtemps. On n'est pas sorti du bois, là. Je ne veux pas prétendre ça, mais déjà, là, au moins, le message est clair puis les gens travaillent dessus. Donc, il y a une solution, puis on n'aura pas besoin de demander à ChatGPT de régler le problème, si je Ouais, comprends bien. Oui, fascinant. Ah, c'est bon. Ben, écoutez, merci d'avoir été avec nous. C'est quand même super intéressant. Évidemment, on pourra en parler encore longtemps, mais peut-être une autre occasion. C'est un sujet qui nous passionne. Ben, on plaisir. fera ça. Vous êtes à la bonne place pour être passionné là-dessus. On ira prendre une tasse de tech ensemble en quelque part, puis Ah on oui! continuera la conversation. Ça, je suis bien d'accord. Sarah Gagnon-Turcotte, Luc Sirois, merci d'avoir été avec nous. Nous, on prend une courte pause et on revient avec notre troisième segment. Pascal est de retour et on va parler de ses gadgets en direct de New York. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et de retour à une tasse de tech, on est rendu au troisième et dernier segment de la balado. Segment où je vous parle de notre commanditaire CyberGhost VPN, un service VPN. On en parle depuis plusieurs semaines ici à une tasse de tech. Vous le savez, ça permet de contourner certaines limites de l'Internet qui peuvent être embêtantes. Ça permet aussi de sécuriser sa connexion quand on est sur Internet et qu'on ne veut pas être pisté. Ce qui n'est pas rien parce qu'on est pisté sans arrêt en fait sur Internet. C'est ce qu'on ne réalise pas tout le temps. Et j'écrivais là-dessus dans le Devoir cette semaine. La valeur de nos données est pas mal plus importante que ce qu'on pense. Quand vous êtes sur un réseau social comme Facebook ou Instagram, ça génère 3 sous de revenus par minute passée sur ces plateformes-là. Évidemment, à la compagnie qui est propriétaire de la plateforme, pas à vous, mais c'est généré à partir de vos données à vous. Donc, vous savez que ça a de la valeur. Si vous voulez les protéger, ben, ça prend des mesures. Il existe le service VPN de CyberGhost qui, ça tombe bien, a une offre spéciale à 82 de rabais. Pour les auditeurs d'une tasse de tech. Donc, si vous voulez un VPN pas cher, c'est moins de 2 par mois dans leur cas. Vous visitez l'adresse web suivante, cyberghostvpn.com/ une tasse de tech 2023. On va mettre l'URL évidemment dans la description de la balado. Vous pouvez cliquer, aller voir ça. Vous pouvez renouveler un abonnement déjà existant ou en prendre un nouveau. Ça nous apporte à nous, à la balado, des sous qui nous permettent de faire la balado encore plus souvent et encore plus longtemps. Donc, tout le monde y gagne et vous serez mieux protégés. Pascal, tes oreilles me paraissent, elles aussi, plutôt bien protégées, mais qu'as-tu donc sur la tête? Écoute, c'est assez amusant que tu en parles. Est-ce que tu entends l'alerte qui donne ici? En ce moment, j'ai une alerte d'inondation qui vient de sonner dans mon téléphone.
Ah, Ça sonne tu l'as très, très, approché, on très l'entend un fort. peu, mais sinon, c'était quand même assez inaudible, je te dirais. Et c'était pourtant très, très fort de mon côté et ça sonnait exactement au moment quand je te dis que c'est le déluge ici à New York, vraiment très, très drôle. Tu l'as pas entendu, c'est que j'utilise les écouteurs Voyager Surround 80 UC Noise Cancelling de la compagnie Poly. Mhm. Quel nom? Poly, c'est anciennement Plantronics qui était spécialisé dans les casques, Ah, c'est entre autres là que pour ça les, vient. je Oui, oui, crois de qu'ils centres faisaient d'appel et choses comme ça. Ben des oui. centres Ils avaient d'appel. d'ailleurs une Je pense usine même à Montréal, là. Ils avaient des choses à Ville-Saint-Laurent. ils avaient plein de choses comme ça et leur nouveau casque a 10 micros, 6 pour capter ma voix, 4 pour l'annulation de bruit adaptative. Et je t'assure, si tu n'as pas entendu l'alerte qui a sonné au moment où tu as commencé à me parler, Mhm. c'est très, très impressionnant comment ça annule le bruit C'est un casque d'écoute à pour l'envers, c'est toi. ça? C'est qu'il insonorise C'est la ça. partie micro, alors que les autres casques, souvent, insonorisent la partie écouteur, essentiellement, là. Exactement. Fait qu'en ce moment, moi, je t'entends très bien. J'entends mon environnement. Il y a de l'annulation de bruit dans le casque, mais étrangement, j'entends ce qui se passe autour de moi. Donc, Mhm. ça m'isole pas dans une bulle de silence. Je suis conscient de ce qui se passe autour, mais toi, les gens à qui je parle, n'entendent pas ce que je dis. Et j'ai fait plusieurs appels. J'ai fait le podcast depuis le début avec le casque Voyager Surround 80 UC. Son plus gros défaut, c'est son nom. Et je sais, c'est ça, je le répète, il est long son nom et je suis super impressionné. C'est un casque, encore une fois, conçu pour les professionnels. Il est pas donné, vous allez voir, vous allez sursauter. Il y a 21 heures d'autonomie. Il Mhm. fonctionne avec un câble aussi. Si jamais notre pile est morte, on peut le brancher directement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour la configuration, il fonctionne avec un petit dongle, un petit tambout qu'on branche dans le Adaptateur. port de son ordinateur et ça Mhm. marche. Donc, c'est USB-C, USB-A, on a un petit adaptateur aussi. Et ça simplifie la configuration. Parce que si on veut un casque sans fil, puis c'est Bluetooth, il faut configurer le Bluetooth, il faut connecter. Puis, je trouve que le Bluetooth, des fois, ça tendance à déconnecter au mauvais moment ou à être saccadé. Avec le petit dongle, ça fonctionne avec une connexion radio, pas besoin de configurer. Super le fun, je l'ai essayé sur plusieurs appareils, fonctionne très bien. Il n'y a pas de boom devant la bouche. Souvent dans les micros professionnels ou de Ah, il y centre avait la d'appel, tu as un petit petite extension. Mhm. bras devant la bouche qui, quand tu essaies de boire ou manger, ça peut t'embêter. Je trouve ça très chouette. C'est vendu dans un bel étui de transport, en espèce de petit tissu sympathique qui contient des accessoires. Donc, on a Un petit rangement, petite ben pochette oui. de Pour les rangement pour les télétravailleurs là, qui ont 2 accessoires. jours à la maison, c'est assez une bonne idée, ouais. On peut partir avec son casque très, très bien. L'étui prend quand même beaucoup de place. C'est quand même un objet volumineux. On aurait peut-être aimé que le casque se replie pour être plus compact, mais encore une fois qu'on l'a sur la tête, il est confortable. C'est pas le plus confortable, étrangement. C'est confortable, mais la mousse est un petit peu rigide, mais ça permet justement de serrer la tête pour bien isoler des bruits ambiants. Euh, C'est assez c'est léger. Moi, j'ai bien des aimé casques parce que auto. j'en ai essayé un aussi. J'ai bien aimé la charge Ben que ça oui, représente à la tête. Mhm. c'est ça, c'est très, très chouette. Il est certifié Teams. Donc, si tu utilises Teams, tu peux le taper pour démarrer Teams, tu peux maintenir pour lever la main. Très, très drôle, des petites options comme ça. Moi qui fais de la formation sur Teams, Ah j'aime oui. beaucoup Ah oui, pouvoir j'avoue. taper comme ça. Mhm. Une chose particulière, il devrait avoir une lumière rouge pour indiquer qu'on est occupé. Mais, et là, je tombe sur un beau problème, je En trouve fait, que il est supposé, il a l'application, une lumière rouge, mais on sait juste pas vraiment comment l'activer, en fait. on ne sait pas comment l'activer. Et là, tu vois, là, je te remontre encore l'alerte qui sonne. On l'a entendu pendant une fraction de seconde quand tu es passé près de tes écouteurs, mais c'est tout. Et voilà. Et crois-moi, c'est très, très, très violent en ce moment pour dire qu'il y a des inondations dans mon coin en ce moment. Wow. Le vol de retour va être particulier. L'application est très sommaire. J'ai trouvé que l'application, normalement, tu as plein d'options qui dit activer l'annulation de bruit active, désactiver différents modes, différents réglages. Dans ce cas-ci, l'application est très, très pas claire. Et donc, honnêtement, je sais même pas si j'ai activé l'annulation de bruit. Tu Mhm. devrais taper avec 2 doigts sur l'oreillette pour le voir et il y a rien qui se passe. Ouais, parce que c'est Donc une surface tactile qui commande le volume, ces choses-là, puis c'est pas clair comment elles fonctionnent. Ouais, c'est vrai, ça. et voilà, donc j'ai pas réussi à contrôler. Pourtant, l'application est conçue pour les professionnels. On peut, en tant que gestionnaire d'équipe, donner les casques à tout le monde et les gérer avec une application qui centralise les casques de plusieurs personnes. Voir si les casques sont à jour, voir si les casques sont à charger et tout. Mais
je suis très agréablement surpris du son. J'ai fait des appels téléphoniques avec. On peut aussi le brancher sur son téléphone. On peut le brancher sur son ordinateur, les 2 en même temps. Donc, on Mhm. peut passer d'un appel téléphonique à le contenu de son ordinateur très vite. Très, très le fun. Encore une fois, à plus de 600 $, Ah, c'est un pensez-y bien. ouais, il y a Voilà. mieux pour moins cher, en fait. C'est ça qui arrive, là. Ben, écoute, tant que l'application ne sera pas plus claire et donnera pas des meilleures performances, entre autres au niveau l'annulation active du bruit semble être excellente, sauf que je l'entends pas. J'entends encore qu'est-ce qui se passe autour de moi. J'aurais aimé pouvoir mieux contrôler, ce qu'on entend ou non, vraiment se mettre dans sa bulle, puis aussi pouvoir entendre sa propre voix. Question de pas avoir l'impression de parler avec les oreilles bouchées, ce Ouais. qui peut être un gros avantage. En ce moment, je fais un petit effort mental pour tenter Ben oui, il faut penser, c'est ça, il faut de imaginer ce que ça donne, effectivement. que ma voix sonne alors que j'ai les oreilles bouchées, là. Je m'entends, isolé un peu. Mais l'annulation pour les bruits, pour bloquer aux gens qui t'écoutent le bruit autour, la démo avec l'alerte est peut-être le meilleur exemple. Ben oui, Vous n'avez pas ben oui. entendu ou très peu Si vous cette faites alerte-là un qui m'a Teams de fait la maison avec les sursauter. enfants en arrière-plan, ça peut être une Et bonne voilà, option. ils entendront rien autour. Bon point. Merci, Pascal. Moi, j'ai un petit gadget. J'en ai presque parlé la semaine dernière. J'ai un contrôleur qui s'appelle le Backbone One, parce qu'on Oui, en je a suis parlé. curieux. Euh, la semaine dernière, on parlait de l'iPhone 15 qui devient maintenant un appareil avec un port USB-C. Backbone fait un contrôleur de jeux vidéo pour Android et pour iPhone. Et jusqu'ici, celui pour iPhone, évidemment, avait un connecteur Lightning. Là, on a laissé tomber celui-là et on n'a qu'un contrôleur universel qui s'appelle le One. C'est un appareil qui m'emballe. Je ne suis pas un gros joueur mobile et pourtant, je le traîne avec moi maintenant partout. Et depuis 2 semaines, je joue à Diablo. J'ai comme 14 ans tout d'un coup. Et je joue aussi à Resident Evil. Il y a une version de Resident Evil qui est sur l'iPhone 15 Pro et conçue pour exploiter à fond le nouveau processeur du téléphone. Donc, je fais un peu des tests avec ça et je m'amuse un peu. J'ai aussi, et on en reparlera un autre tantôt, mais j'ai le téléphone Nothing, le Nothing Phone 2 ici, Oui. qui a un format très semblable à celui du iPhone 15 Plus. Et je l'utilise aussi pour jouer donc à des jeux sur Backbone. Ce qui est le fun avec Backbone, c'est que eux, ils ne font que ça, ils font que le contrôleur. Et ils ont aussi l'application mobile du même nom qui contient des jeux déjà chargés. Évidemment, quand on achète cet Mmh. appareil-là, on peut l'acheter en 2 versions. Il y a une version, en fait, peut-être 3. Là. Il y a une version, disons, sans branding. Il y a le Backbone One édition PlayStation et le Backbone One édition Xbox. Le mien ici, il est blanc, couleur PlayStation, apparemment. Je ne sais pas trop. La grosse différence, c'est que les touches vous savez, les touches de fonction, au lieu d'être A, B, Y et X, c'est carré, Mmh. triangle, rond, X. Et il y a à peu près juste les jeux de PlayStation qui utilisent ce format-là. Donc, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu embêtant. Mais sinon, c'est un accessoire tout à fait correct. Là, une fois qu'on a compris comment fonctionne, quelles touches font quoi, on se casse plus la tête avec ça. Mais ça peut être un déterminant pour vous si vous jouez parce que les applications mobiles compagnonnent des consoles. Maintenant, on peut jouer aux jeux Xbox à distance sur son téléphone et la même chose avec la PlayStation. Donc, c'est une façon de jumeler le bon contrôleur avec le bon appareil si vous avez une allégeance dans un sens ou dans l'autre, n'est-ce pas? Évidemment, bon, c'est un contrôleur qui a toutes les touches désirées. Il y a aussi les gâchettes, 2 gâchettes de chaque côté, Mmh. comme les contrôleurs assez modernes. Il y a des limites, là. Il n'y a pas de rétroaction haptique. Vous savez, la petite vibration, là, le DualShock de la PS5, entre autres, qui est vraiment très bien et qui exigerait probablement d'avoir une grosse batterie là-dedans, ce qui ferait monter le prix. L'appareil coûte 140 pardon, au Canada. C'est 100 américains. C'est Avec pas le taux de cher, je change, tout ça. trouve. Ben, c'est pour un accessoire parce qu'évidemment, les accessoires coûtent cher pour les téléphones de nos jours. Et il doit en exister des moins chers que ça. Mais je vous le dis tout de suite, pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Un Ben petit oui, tour 100 ici. pour un accessoire, Oui, mes 140 écouteurs ne coupent pas pour un le son. accessoire de jeu, puis c'est très beau en plus. Ça a vraiment l'air d'une console de jeu. Tu me parlais du modèle Xbox ou du modèle PlayStation, ça ressemble au contrôleur Absolument. avec Puis ton il téléphone au s'étire pour milieu. accommoder plusieurs formats, donc il y a vraiment une façon de l'ajuster Mmh. à tous les écrans. La prise en main est vraiment le fun. Il y a un bouton orange qui mène directement à l'application Backbone et dans l'application, il y a un service par abonnement parce qu'on est en 2023. Backbone Plus, c'est 50 américains par année, c'est 70 peut-être canadiens par année pour donner accès à des jeux, à des fonctions additionnelles. On peut, grâce à cet abonnement, diffuser en direct sur Twitch, si c'est votre genre de truc. Mais de base, vous l'achetez et il fonctionne. Je disais tantôt, il n'y a pas de batterie parce qu'il n'y a pas besoin de batterie. C'est un accessoire qui fonctionne si votre téléphone fonctionne. C'est aussi simple que ça. Il y a quand même un connecteur USB-C et une sortie pour un casque d'écoute. Donc, on peut passer un câble USB-C à travers pour charger son téléphone tout en jouant. C'est quand même pas Mmh. banal.
Et dans l'ensemble, ben, c'est compatible avec... Le même accessoire peut vous servir pour un iPhone 15 et tous les téléphones Android qui existent parce que c'est tous des ports USB-C. Donc, c'est quand même un avantage. Si vous êtes un gros joueur, ça va durer pendant quelques années quand même, cet appareil-là. Il y a ceux qui ont en fait déjà un Backbone One avec le prise USB-C, il y a une mise à jour du micro-logiciel qui est disponible pour le rendre compatible avec les nouveaux iPhones. Donc, ça se fait très bien. Je vous dirais, c'est ça, comme je disais tantôt, je ne suis pas un gros joueur, mais si j'avais à avoir un appareil, ce serait celui-là, tout simplement, parce qu'il il fait la job. J'ai rien de plus à dire que ça, c'est facile de même. Et avec les téléphones modernes, écran mur à mur, c'est comme avoir une Nintendo Switch sous la main, sauf qu'on a plus que les jeux de la Switch. Et moi, si j'étais Nintendo, je serais embêté parce qu'Apple fait un gros push dans le jeu vidéo avec son iPhone 15 Pro cet automne. Il y a Assassin's Creed qui s'en vient, il y a d'autres jeux. Je me rappelle juste de lui parce que c'est le plus évident, mais il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui s'en viennent de type console pour le nouvel iPhone. Et on suppose que vous savez, les Amazon Luna et les environnements en nuages comme ça vont aussi peut-être vouloir en profiter. Donc, essayez ça. Backbone One, $140. C'est un beau petit appareil, beau petit gadget. Un cadeau, il y a de bonheur pour en parler, mais ça préfère le cadeau de Noël pour un enfant éventuellement. Jamais trop tard pour parler de cadeaux de Noël, pour se faire un cadeau ou pour les gens qu'on aime. Est-ce qu'on remercie les gens qu'on aime? Oui, c'est fini déjà. Alors oui, remercions nos commanditaires. Pascal, je t'écoute. Voilà, Plan Hub, TELUS et Jura. J'ai hâte de retourner à la maison me faire un délicieux café. C23, le groupe Cogeco, Claude Hébert, la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellet. Alain McKenna, c'est toujours un plaisir de te parler. Hâte de te reparler. J'ai hâte qu'on fasse quelque chose en personne, qu'on soit à l'étranger, dans un environnement exotique. Il faudrait trouver une raison. Ben oui, c'est ça, voilà. Effectivement. Et qu'on se croise en personne. En attendant, on ne se transmet pas de microbes. Vous pouvez me suivre sur pascalforget.com. Alain, on peut te suivre partout. Et c'est pas des blagues. Non seulement j'ai des alertes d'inondation en ce moment à New York, mais mon vol commence à être retardé. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que c'est. Il va falloir qu'ils mettent des pneus conséquents, là, des pneus de brousse sur votre avion. Pas évident. Enfin bref, bonne chance à Pascal qui revient à Montréal. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!